J'invite Franck Salle à venir nous rejoindre sur scène. Enfin, vous allez l'inviter dans quelques instants. Oui. Il co-dirige la société Énergie, qui est une société spécialisée en coaching des cadres dirigeants. Franck Salle. Franck Salle, bonjour, vous êtes arrivé avant la musique, mais c'est pas grave. Installez-vous. Vous êtes chez vous, bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous. Je vais juste mettre ça. D'accord. Bonjour à tout le monde. Alors, vous avez devant vous, Franck Salle, une salle remplie de géomètres experts, donc qui sont tous concernés par ce que vous allez nous parler. Comment conjuguer performance et excellence, autre facette de management? Alors, performance ou excellence, vous choisiriez quoi? C'est quoi votre sentiment? Alors, Entre les deux, votre cœur balance? Faut-il choisir? Alors vous verrez, je suis dans un exposé un peu partisan, mais en même temps, si je ferais le choix de l'excellence aujourd'hui plutôt que celui de la performance, c'est pas pour abandonner la performance. Et je pense que dans les résultats de votre questionnaire, on retrouve cette double notion, puisque on voit que ce qui a été plébiscité dans un cas, c'était le rôle de développeur de votre cabinet, qui est probablement plutôt lié à la performance, et qu'en même temps, vous restez très attaché à des valeurs d'expertise et de qualité qui, elles, à mon avis, sont beaucoup plus liées à l'excellence du travail que vous faites, et donc des hommes et des femmes que vous êtes. En rentrant dans la salle ce matin, d'un coup, je me suis rendu compte que parler de performance et d'excellence, c'était quand même un peu gonflé, en tout cas pour moi, parce que ça veut dire quoi? Que je dois être performant ou je dois être excellent? Peut-être d'ailleurs aucun des deux, peut-être les deux, on verra bien, c'est vous qui direz. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, là, je vais faire ce que je peux, et puis que le résultat, il ne m'appartient plus, parce que je me suis préparé du mieux que j'ai pu pour être là avec vous aujourd'hui, et quand maintenant, c'est vous qui recevrez ou qui ne recevrez pas bien mon message. Moi, je ne peux plus rien à ça, je peux que faire mon mieux, et si possible, prendre du plaisir. Alors, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'on m'a dit que je voyais plein de géomètres, mais en fait, là, je ne vois rien du tout. Je vois juste des chemises et des têtes, donc je vais faire de mon mieux pour être dans le sujet. Voilà. En fait, voilà, c'est ça qui me manquait, c'est le... Voilà, dans les entreprises, donc moi je suis coach en entreprise, j'accompagne beaucoup de clients différents dans des milieux très différents. Je ne suis pas du tout un spécialiste de votre activité. Je travaille pas mal avec des experts comptables, enfin c'est pas tout à fait la même chose, même s'il y a des liens, et depuis ce matin j'entends beaucoup de ponts avec cette profession-là. En fait, la performance, on n'arrête pas d'en parler dans les entreprises, et quelque part, il me semble qu'elle ressemble un peu à une sorte d'illusion. Et en même temps, parler d'excellence, c'est une sorte de prétention quand même, parce que être excellent, qui ose encore dire ou qui ose dire qu'il est excellent? Peut-être que d'ailleurs dans notre culture, on a un petit peu mis le mouchoir sur la modestie, et on laisse peut-être pas assez exprimer cette notion d'excellence. Là, je voulais vous attirer sur quelques-uns des dangers de la performance et du trop de performance. Le premier danger, c'est le danger de la comparaison. Quand on se compare, on n'est jamais heureux, parce qu'on va toujours chercher à se comparer à quelqu'un qui est soit plus fort, soit plus grand, soit plus beau, soit plus intelligent. Et donc finalement, la quête ne sera jamais finie. Alors pour ceux qui ont toujours envie de chercher et de progresser, tout va bien. Pour ceux qui ont envie de temps en temps d'être en confiance avec eux-mêmes et bien dans leur basket et bien dans leur pompe et dans leur vie, courir après la performance n'est pas toujours le meilleur moyen d'y arriver. Le deuxième danger de la performance, tel que je le vois dans les entreprises actuellement, c'est ce mot qui est revenu plein de fois depuis ce matin, c'est ce mot de perte de sens, perte de repère. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui sacrifient le long terme au court terme. Par exemple, dans tous les montages financiers un petit peu modernes, on sait que pour rembourser le prêt qu'on a fait pour acheter une entreprise, il faut dégager du cash. Et il faut en dégager beaucoup et très vite. Les systèmes LBO ou autres sont basés sur ce système-là. Ce qui fait que dans pas mal d'entreprises, on oublie le long terme, on oublie de porter une vision et on se centre sur le bas de page, sur le résultat d'exploitation, sur le bénéfice qu'on va pouvoir dégager pour rembourser le banquier. Et donc ça, effectivement, les jeunes générations seront encore plus sensibles que nous à ce sujet-là. Elles ont besoin de garder cette vision, ce sens de plus en plus. Et j'espère que ça durera. Et j'espère que ça durera longtemps. Et j'ai adoré l'exposé de Marc ce matin, parce que j'aime bien que les gens portent une vision positive et optimiste de l'avenir. La troisième raison, c'est que la recherche systématique de la performance provoque souvent le doute. Alors le premier doute qu'on peut avoir, c'est le doute par rapport à ceux qui m'ont fixé ce niveau de performance à atteindre.
Donc ça, c'est un réflexe de protection. Si j'y arrive pas, peut-être que c'est qu'on m'a demandé trop. D'ailleurs, quelques patrons de centres de profit avec lesquels je travaille me disent on cherche tellement la performance qu'en fait, le meilleur moyen d'y arriver, c'est tous les 3 ans, tu plantes une année. Comme ça, tes budgets des années suivantes te permettront d'être performant et de toucher tes primes. Et non, mais je rigole pas, il y a vraiment des boîtes dans lesquelles ça fonctionne comme ça aujourd'hui. Donc on accepte de mettre un petit peu d'argent de côté sur les primes pendant 2 ans pour planter la 3e année, puis on repart sur un cycle. Donc ça, c'est toutes les dérives de la performance. Et puis on finit après par douter de ses capacités, et puis à la fin, on peut même finir par douter de soi-même, et ça nous amène à ce qu'on connaît de plus en plus dans les entreprises, c'est-à-dire des effondrements, des épuisements, et donc quelque part ce fameux burn-out dont on parle beaucoup. Alors comme on en parle beaucoup, comme tous les mots qui arrivent, ils sont un peu à la mode. Est-ce qu'il y a vraiment autant de burn-out que ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un phénomène qui guette cette population qui est soumise à la recherche systématique de performance. Alors, il y a une autre solution pour éviter le burn-out, c'est les substances illicites. Alors, évidemment, ça ne nous regarde pas et personne n'est concerné par ça, mais moi, je vous le dis, j'ai des clients qui, effectivement, carburent à ce genre de machin, et c'est fort inquiétant. Alors, tableau sombre, un beau sourire. Ce sourire, c'est celui de Timothy Gallwey. C'est le premier bouquin de coaching que j'ai lu il y a une dizaine d'années. J'étais manager avant. Et c'est peut-être un des bouquins qui m'a donné envie d'aller faire ce métier. On dit que c'est le père du coaching. Alors, il est assez âgé maintenant. C'est un ancien entraîneur de tennis de haut niveau. Il a entraîné McEnroe à une époque. Alors, vous voyez, ça date un petit peu. Hein. Certains ne connaissent peut-être pas McEnroe, d'ailleurs, dans la salle. Et donc, lui, ce qu'il disait, c'est que finalement, dans sa carrière de coach sportif, il disait les choses, elles sont simples. Travail égale performance. Bossez, 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 jouez, faites des heures sur le cours, entraînez-vous et la performance viendra naturellement. C'est pas faux. Hein. Tous ceux qui sont passés, comme moi, par des classes prépa pour entrer dans des grandes écoles, on sait qu'on a un peu trimé comme des malades pendant 2 ans pour arriver à avoir un concours. Après, on s'est un peu rattrapé, mais en tout cas, pour l'avoir, le concours, on a bossé. Donc oui, travail égale performance. Mais ce qu'il s'est rendu compte, c'est qu'en fait, finalement, on a beau dire ce qu'on veut, il y a un moment donné où la petite voix dans notre tête, elle nous parle tout le temps. Vous savez, hein, c'est pas qu'on est schizophrène, mais vous avez tout le temps un dialogue intérieur. Hein, vous êtes tout le temps en train de négocier des choses avec vous-même à l'intérieur de votre tête. Et puis, de toute façon, si la balle, elle arrive sur votre revers et que vous savez que votre revers est votre coup faible, vous aurez beau travailler pendant des heures, des jours, des mois, des années votre revers, vous aurez toujours le sentiment qu'au moment où la balle arrive sur le revers, vous risquez d'être pris à défaut et de ne pas marquer le point. Et donc cette petite voix, elle continue à exister, quoi qu'on fasse et quelle que soit la quantité de travail que l'on accumule. Et donc en fait, il a évolué, et puis je vais vous dire, il le dit dans son bouquin, lui aussi, il commençait, excusez-moi le terme, il commençait à s'emmerder un peu dans son métier. C'est-à-dire travail égale performance, lui-même ne trouvait plus de sens, et il ne trouvait plus aussi cette notion qu'on rajoute après, cette notion de plaisir qui est apparue, et dans laquelle il s'est dit finalement, maintenant que j'ai plus rien à prouver, parce que j'ai fait mes armes, je vais essayer de regarder si en travaillant sur la dimension du plaisir, il ne se passerait pas des choses un petit peu différentes. Et donc ce monsieur s'est mis à transformer son équation un peu binaire en une équation à 3 dimensions. On sait que la 3e dimension, elle apporte de la richesse. Ben là, en l'occurrence, c'est la dimension du plaisir. Et il s'est rendu compte qu'en travaillant sur la dimension du plaisir, il faisait apparaître quelque chose qui était un peu différent. Et qu'au lieu de se centrer sur le revers qui ne marchait pas, il se centrait sur le coup droit qui fonctionnait bien. Par contre, pas juste pour dire à son joueur « Ah, c'est sympa, tu as un beau coup droit », mais pour le pousser à aller jusqu'à l'excellence. À aller jusqu'à l'excellence sur son point fort. Tout à l'heure, j'entendais Patrick dire, ou je crois que c'est toi qui le disais, il faut... non, pardon, c'était Ambroise dans son introduction qui disait il faut transformer ses points faibles en points forts. Ben, c'est une méthode pour le faire. Se centrer sur ses points forts, se centrer sur le plaisir d'être bon, se centrer sur le plaisir de là où j'excelle, le pousser jusqu'à l'excellence pour devenir le meilleur. En tout cas pour devenir le meilleur de soi-même, et faire un petit peu changer finalement ce que disait Timothy Gallwey dans son bouquin, c'est on fait changer la peur de camp. Au lieu que ce soit moi qui ai peur de prendre une balle sur mon revers, c'est l'autre qui va avoir peur quand la balle va arriver sur mon coup droit, parce qu'il sait déjà qu'il a perdu le point. Et c'est un petit peu ça l'idée, c'est qu'on se centre sur ses points forts, sur son plaisir, et on progresse à partir de là. Et aux surprises, ce qu'il dit, et moi je veux bien le croire parce que c'est ce que je vérifie dans l'accompagnement que je fais avec des dirigeants aujourd'hui, c'est que quand on arrête de parler des points faibles, ben finalement, curieusement, et qu'on se centre sur les points forts et donc sur la confiance en soi, et sur le plaisir qu'on a à être bon, ben les points faibles finissent par devenir un petit peu meilleurs aussi, alors qu'on ne les a pas vraiment travaillés. Alors ça, c'est la recette un peu miracle, c'est la magie du truc. Vous le croyez ou vous ne le croyez pas, essayez, vous verrez. On en reparlera.
Voilà, alors vous avez compris, hein, je présente mon truc de façon très partisane et je rééquilibrerai mon propos dans la dernière partie de l'exposé. La performance et l'excellence, si on devait comparer. La performance, c'est un système discontinu. Je reprends l'exemple du tennis, je travaille, je transpire, j'ai du stress qui vient avec ça aussi, parce qu'on reparlera du résultat ensuite. Et puis, quand je vais atteindre le résultat, si jamais je l'atteins, le niveau de performance que je m'étais fixé, alors à ce moment-là, il va y avoir quelques secondes d'un bonheur, probablement intense d'ailleurs, hein, quelque chose qui vous chauffe là. Ça y est, je l'ai fait, je l'ai réussi, je l'ai eu. J'ai gagné le point, j'ai gagné le match. Mais finalement, c'est très discontinu, parce que dès qu'on a fait ça, on repart dans un nouveau cycle de travail, de stress, de fatigue, etc. etc. Donc tout l'intérêt, c'est effectivement, avec l'excellence, de rajouter cette notion de plaisir. Je me répète un petit peu, mais parce que pour moi, c'est vraiment important. D'ailleurs, vous avez quelqu'un qui en parle très bien. Restons dans le tennis, Nadal. Il dit « Moi, je joue chaque balle comme si c'était la dernière que j'allais jouer de ma vie. Et chaque balle, c'est la balle que j'ai envie de gagner en me faisant plaisir et en retrouvant toute la puissance de mon geste sur chaque balle. Le point, le set, le match, on verra. Bon, on voit. Hein. Donc il y a cette notion de plaisir. Moi, alors là, je prends un exemple, je suis très modeste. J'adore la course à pied et je passe des heures à courir chaque semaine. Ça m'équilibre dans mon métier. Et chaque fois, on me dit, mais t'es pas un peu dingo d'aller courir sur des distances aussi longues? Je dis, oui, je serai dingo le jour où j'aurai plus de plaisir dans la course. Si effectivement il n'y a plus de plaisir, alors j'arrête de courir. Tant qu'il y a du plaisir, je continue à courir. Et finalement, ça me permet de dépasser tout le reste. Quand je monte sur un vélo, j'ai pas de plaisir et effectivement, au bout d'un quart d'heure, je m'épuise parce qu'il n'y a pas de plaisir. Alors, je pourrais pédaler, je pourrais me dire, ah, tu vas devenir bon en vélo, mais non, il n'y a pas de plaisir, donc je vais laisser ça pour les autres. Il y a des gens qui adorent le vélo, c'est très bien pour eux. La performance, c'est quelque chose qui est aléatoire. La performance, on est d'accord, c'est lié au résultat. Donc, c'est une projection dans le futur. Le résultat, il n'est pas là. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Par exemple, la performance dans l'exercice auquel ceux qui ont organisé cette journée se sont livrés, qui était quand même un sacré challenge, se dire on va faire voter toute la salle. Ça n'a pas complètement marché. Vous voyez, le résultat n'appartient pas complètement, même quelle que soit la qualité extrême de la préparation, et ça je peux vous dire qu'elle était bien préparée cette journée, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui peut m'échapper. Je reprends l'exemple de la course, je peux être très bien préparé, mais je peux me blesser. Je peux avoir, ça m'est arrivé sur un trail, ma semelle qui se sépare de la chaussure. Bon, donc je vais arrêter ma course, hein, je vais pas finir pieds nus, enfin en tout cas moi je ne sais pas faire. Je peux aussi, ça m'est arrivé une fois, la course peut être annulée parce qu'il y a des intempéries et que l'organisateur décide que c'est trop dangereux et qu'on ne pourra pas passer dans telle région. Donc au lieu de faire 80 km, on en prend 60 et du coup on n'est pas classé et du coup on n'a pas les points pour pouvoir faire la course d'après. Donc la performance qui est liée à un résultat, ce résultat n'étant pas complètement maîtrisable, sera toujours dans l'avenir. Alors que l'excellence, elle est disponible tout de suite, tout le temps. Ici, maintenant, faites-vous plaisir dans ce que vous faites. Faites-vous plaisir au travers de la qualité que vous avez envie de développer pour vos clients. Oui, allez-y, vous en privez pas. Parce que plus vous ferez plaisir là-dessus, et plus votre client le ressentira. Et plus il le ressentira, et plus le reste viendra aussi avec. C'est un peu idyllique, hein, comme à chaque fois qu'on parle d'un concept. Après, je vous donnerai quelques éléments de méthode un peu plus sérieuses pour travailler ça, si ça vous intéresse. Faire ici et maintenant de son mieux, c'est déjà un beau programme. C'est déjà un joli challenge finalement. Et s'ancrer dans l'instant présent et prendre du plaisir à prendre la parole devant un public aussi nombreux et attentif. Quel que soit le résultat, j'ai le droit de me faire plaisir ici et maintenant. Et ça, c'est toujours accessible, c'est toujours possible. Je ne suis pas en train de me projeter sur ce qui se passera quand les 20 minutes seront terminées et puis qu'il y aura des questions et que ensuite je reprendrai ma voiture pour rentrer chez moi et que je partirai sur autre chose pour une autre performance. Non. Donc on va bien être ici dans ce que je fais de bien et ce que j'essaye de faire de mon mieux. De mon mieux à moi, pas le mieux que les autres. Le dernier danger de la performance, c'est peut-être aussi que, je l'avais déjà dit, mais la performance est une sorte d'illusion. En fait, la performance, elle nous amène à une sorte de bonheur, mais un bonheur très éphémère. Et ce bonheur, il appelle toujours plus de quelque chose d'autre. Si j'ai du succès, je vais vouloir prendre plus de responsabilités pour avoir de nouveaux succès. Si j'ai de l'argent, je vais avoir de nouvelles envies, une fois que j'aurai comblé celles que j'avais jusqu'à présent. On le sait, l'argent ne fait pas le bonheur. Si j'ai de la gloire, je suis un sportif, je suis un artiste,
je suis un showman, j'ai de la gloire, on m'applaudit, la salle est debout, et ben je vais aller vers un nouveau défi. Après avoir fait une petite salle de spectacle, je vais en faire une plus grosse, et puis à la fin, je veux être à l'Olympia, et puis je veux être au stade de France. Normal, la gloire appellera toujours de nouveaux défis, et donc de nouvelles angoisses, de nouvelles envies, etc. Alors ça nous motive, hein, c'est un moteur aussi, c'est grisant, mais je vous renvoie aux effets un petit peu pervers de tout ça, par ailleurs. L'excellence, bah, c'est se reconnecter avec le truc qu'on a un peu perdu quand on est adulte, c'est la joie de faire un truc qui nous fait plaisir, mettre les mains dans la peinture. Tout est possible. Le miracle est toujours accessible. On peut toujours aller plus loin. Et on peut toujours se faire plaisir en allant plus loin de manière très simple. La joie, je vous rappelle, hein, c'est la seule émotion positive que nous avons. Hein. On en a 4. Peur, colère, tristesse. 3 négatives, 1 positive. Donnons-lui la chance de s'exprimer 3 fois plus que les 3 autres. Et vous verrez qu'on ira plutôt mieux. Donc ne vous privez pas de vous faire du bien. Alors voilà, je vais essayer peut-être un petit peu d'atterrir, parce que là vous allez dire, waouh, on est parti, le rêveur, tout ça c'est bien gentil. Alors, nous on accompagne des chefs d'entreprise à travailler sur ces questions-là. Alors évidemment, s'ils n'accrochent pas avec la méthodologie qu'on leur propose, il vaut mieux qu'ils aillent travailler avec quelqu'un d'autre, parce qu'avec nous, c'est ce qu'ils vivront. On va essayer d'être alignés par rapport à ça. Alors comment on peut faire? Alors déjà, des modèles sur le leadership entrepreneurial, il y en a plein. Nous, on a non pas inventé le nôtre, hein, on a poussé notre roue comme tout le monde. J'aimais beaucoup ce que disait Marc ce matin, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas des inventeurs, on est des pousseurs de ce que les autres ont cherché, et puis on fait avancer un petit peu le bazar. Donc nous, on s'est appuyé sur les 4 éléments fondamentaux, la terre, l'eau, l'air, le feu, qu'on retrouve dans plein de métaphores, qu'on retrouve dans plein de cultures, qu'on retrouve dans plein de courants de pensée. Et puis on s'est dit, bah, finalement, ça marche assez bien. Ça marche assez bien, c'est assez simple, vous allez voir. Et je vais essayer de faire ça en faisant un lien avec les termes qui ont été utilisés tout à l'heure. La terre, c'est l'expert, le référent, le producteur. C'est la stabilité, c'est les racines. C'est ce qui fait que je suis ancré. Le fait d'être ancré et le fait d'être bien appuyé sur mes jambes, le fait, comme le disait, je ne sais plus quel intervenant ce matin, de se centrer sur sa respiration, de se centrer sur soi, de peut-être méditer, les conseils de l'Asie, eh bien, c'est ce qui permet en fait de s'appuyer sur sa vraie force. Et vous, parmi vos forces, évidemment, il me semble évident que l'expertise en est une, et que, comme ça a été répété plusieurs fois ce matin, vous l'abandonnerez jamais, parce qu'elle fait partie non seulement de votre métier, mais carrément même de votre ADN et même de votre nom. Vous êtes des géomètres experts, comme il y a des experts comptables. Et puis, vous tenez quelque chose qui est important, c'est-à-dire que vous êtes des référents. Je disais à Ambroise ce matin, moi, quand un géomètre, ça a été le cas il n'y a pas longtemps, est venu pour faire une modification de bornage entre mon terrain et celui de la voisine, moi j'ai confiance en lui, même si c'est la voisine qui me l'envoie. Bon, je pose des questions quand même, hein, mais j'ai confiance. Vous devez bénéficier, j'imagine, d'une sorte d'image de quelqu'un qui est intègre et dont on n'a pas à se méfier. Voilà. Donc ça, vous allez le garder, c'est dans vos racines, c'est dans vos fondamentaux. Mais il y a aussi de l'eau, on l'a vu. Vous avez besoin d'être manager. Ce matin, ça a été évoqué par le professeur de l'ESTP. Il faut faire grandir les jeunes, c'est ça qu'ils attendent. Aujourd'hui, ils ne respectent plus l'autorité parce que c'est juste l'autorité. Ils respectent ceux qui peuvent les faire grandir. Ils respectent ceux qui leur apportent quelque chose. C'est pour ça que dans les entreprises, les managers de mon âge sont un peu perturbés parce qu'ils ne comprennent pas. Les jeunes gars qui rentrent, ils vont poser des questions, pas forcément à leur chef, à celui qui sait, à celui qui peut les aider, à celui qui peut faciliter l'accès à la réponse. Et c'est ça qui fonctionne. Et donc, vous êtes des managers pour certains d'entre vous, et vous le deviendrez peut-être de plus en plus. Donc, ce leadership d'eau, il faut absolument arriver à le travailler. Mais l'eau, ce n'est pas que le management, c'est aussi le réseau, c'est l'ouverture aux autres, c'est la curiosité, c'est la fluidité, c'est le lien humain. Et puis, ça a été évoqué également ce matin plusieurs fois, cette notion de stratège. Vous devez devenir des stratèges, et ça, c'est l'air. L'air, c'est l'agilité, la capacité à s'adapter, à évoluer en fonction de son environnement. L'environnement change très vite. Il suffit d'une réglementation, il suffit d'un changement de paradigme, de loi, de gouvernement, de couleur politique, et tout peut changer. Et puis, enfin, la dernière chose, c'est que vous êtes aussi des créateurs de profits. Certains d'entre vous sont des conquérants, et vous êtes focus sur la transformation de vos sociétés pour les faire développer, et c'est ce qui a été plébiscité ce matin sur le sondage qui a été fait. Voilà, donc la première chose à faire pour tout ça, c'est de bien se connaître pour exceller, et faire attention à une chose, qui je suis, mais qui je suis vraiment, parce qu'il y a 2 manières de répondre à la question qui je suis. Il y a
qui je suis fondamentalement, c'est plutôt l'inné, et puis qui je suis parce que je suis devenu qui je suis. Et ça, c'est plutôt les effets de la culture. Et vous avez une culture très cadrée, très précise, très organisée. Du coup, elle peut être un peu enfermante. Donc, peut-être juste attention à ça. Et puis surtout, c'est pas parce que vous avez choisi ce métier de géomètre expert que vous êtes fondamentalement dans vos gènes quelqu'un qui est que géomètre et que expert. Vous êtes aussi des gens qui probablement être dans l'eau, dans l'air, dans le feu. Et donc, bien se connaître, c'est pas juste se connaître à partir de ce que l'on croit qu'on doit être quand on est géomètre expert, mais c'est vraiment de se connaître en tant que personne, à partir de ses talents et de son excellence. Voilà, donc il faut savoir s'entourer, il faut savoir s'entourer, et une fois qu'on s'est bien entouré, eh ben, il faut savoir lâcher prise et faire focus sur l'excellence. Alors, lâcher prise, je vous rassure, hein, c'est pas... Voilà. J'aurais pu le faire, pardon, avec la bouteille, mais dès que je m'éloigne du micro, on ne m'entend plus. Lâcher prise, c'est pas ne plus s'intéresser de la chose. Lâcher prise sur le résultat, sur la performance, c'est simplement le faire, mais d'une manière un peu plus détendue, un peu plus naturelle. Donc peut-être que le premier paradoxe que je vais pousser, c'est que chaque fois qu'on intervient sur de l'accompagnement, de développement d'entreprise, on vérifie que l'entreprise est au clair sur la destination, sur là où elle veut aller. Donc quelque part, le résultat, on s'en occupe. On n'est pas dupe du fait que vous avez besoin de résultats pour vous développer, pour payer les charges, pour payer vos salaires, pour peut-être vous associer avec d'autres, etc. Et puis pour gagner votre vie, tout simplement. Donc le résultat, on vérifie qu'il est très clair. On ne peut lâcher prise sur le résultat pour se centrer sur l'excellence que si le résultat est parfaitement clair. Donc c'est la première chose qu'on fait. On vérifie que nos clients savent où ils veulent aller. Et éventuellement, on les aide à mieux comprendre ou à mieux savoir où ils veulent aller. Et une fois qu'on a fait ça, effectivement, on va lister avec eux une série d'actions et je vais passer très vite, on va les aider à identifier où se positionne leur leadership dans ce qu'ils devraient faire pour atteindre ce résultat. Mais surtout, et je passe là-dessus, et surtout ce que je voudrais c'est revenir sur cette parole. Alors on ne pouvait pas éviter de parler de foot hein, dans une période comme ça. Je ne suis pas très fan de foot, mais en même temps ce monsieur il a dit 2-3 choses intéressantes, c'est Aimé Jacquet. Et notamment quand on lui demandait qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner la Coupe du Monde dans 2 ans, il dit il faut déjà gagner le match de ce soir. Bah oui. Et puis pour gagner le match de ce soir, comment on va faire ? Eh ben il faut faire du bon football. Du bon football, c'est tout. C'est comme ça qu'il répond, hein, vous le connaissez, le zozo, il n'en dit pas forcément plus long. Hein. Et puis, du coup, comment est-ce qu'on fait du bon football ? Eh ben, il faut nous concentrer sur ce qu'on sait bien faire, sur notre excellence, sur nos fondamentaux. Donc, une fois qu'on a identifié le résultat, une fois qu'on a listé toutes les actions qu'on doit mettre en œuvre, chose parfaitement classique et parfaitement rationnelle, une fois qu'on a identifié quels vont être les points d'excellence qu'on va mettre en avant par rapport à ça, eh bien, on va lâcher prise. On va lâcher prise sur ce fameux résultat et on va se centrer sur nos points d'excellence. Je voudrais juste terminer par une toute petite histoire qui me touche parce que c'est ce que je vis en ce moment. J'accompagne un jeune entrepreneur qui a décidé, c'est courageux, de reprendre une boîte dans le textile, dans la vente de fringues en France. Un peu courageux quand même. Ce gars-là, il avait fait HEC, donc il a été élevé à l'école de l'indicateur du KPIs. Donc il a été biberonné à l'école de chaque fois qu'on fait un projet, on pose des indicateurs de performance et on regarde comment ça va cracher de l'argent, du développement, etc. etc. Et puis ensuite il est rentré dans un grand groupe, donc ça a continué. Il a continué à être biberonné et puis en plus il s'en est pas privé parce qu'il avait appris ça. Et puis à un moment donné il a repris son entreprise et il a continué à faire pareil. Ici, il a monté des tas de tableaux de bord, il avait des indicateurs partout dans son bureau. Et du coup, qu'est-ce qu'il faisait ? Parce qu'il était tout seul. Il donnait des grands coups de volant à droite et des grands coups de volant à gauche. Un samedi où ça marchait bien, il se disait « Allez, c'est génial, il faut aller faire un peu plus de ça ». Le samedi où ça marchait pas, il mettait un grand coup dans l'autre sas en disant « Il faut que je vire mon directeur de magasin à tel endroit parce qu'il n'a pas sorti le chiffre ». Et en fait, il pilotait plus rien du tout. Et surtout, ce qu'il avait perdu, c'est qu'il avait complètement oublié de se concentrer sur l'essentiel, sur ses points d'excellence, sur qui il était vraiment. Qui il était vraiment, ce gars-là ? C'est un stratège. C'est un courageux, c'est quelqu'un qui a du bon sens, qui est pragmatique et qui a du bon goût. Vas-y, appuie-toi là-dessus. Et depuis qu'on travaille ensemble, alors, je parle plutôt d'une réussite, hein, je pourrais parler aussi d'échecs, ça fait pas de mal parce qu'on ne réussit pas toujours, mais depuis qu'il a travaillé là-dessus, eh ben, il a lâché prise sur son analyse permanente de résultats, de savoir où en sont tous ces magasins. Et aujourd'hui, quand on a des conversations, les conversations ne débutent pas tout le temps par « Ah ouais, samedi dernier, on a fait une bonne ou on a fait une mauvaise journée ». Et en fait, le reste, eh ben, il s'est appuyé soit sur des gens en externe, soit sur des gens en interne qu'il a fait grimper, et il a trouvé les autres points d'excellence qu'il n'avait pas lui. Et là, par contre, maintenant, sur ces points d'excellence, il va s'appuyer comme un malade dessus. Et il est passé de 10 à 12, à 13, à 15 magasins. Jusqu'où il ira, je ne sais pas, on verra bien l'histoire. Mais en tout cas, ça marche. Voilà, je voudrais vous inviter juste
à ressentir les effets du lâcher-prise parce que mon exposé est terminé et donc vous allez pouvoir aller profiter bientôt d'une pause. Merci Franck Sall.